qui a été aux États-Unis, fin 18e, et qui a été député dans le nord de la France sous la Révolution française. Il a écrit dans le Justice agraire, un petit livre de 30 pages, je lis. L'état de civilisation qui a prévalu partout en Europe est aussi injuste dans son principe qu'il est épouvantable dans ses effets. Et c'est la conscience de ceci et l'appréhension qu'un tel état ne peut pas continuer une fois que la recherche commence dans un pays qui fait que les possesseurs de propriété redoutent toute idée de révolution. C'est le danger et pas le principe des révolutions qui retardent leur progrès. Ceci étant, il est nécessaire, tant pour la protection de la propriété que pour l'amour de la justice et de l'humanité, de former un système qui, tout en préservant une partie de la société de la misère, garantira l'autre de la dépréciation. En fait, Thomas Paine, c'est le précurseur et le papa du revenu de base, inconditionnel. Il avait calculé à l'époque, dans ce petit livre de la justice agraire, le revenu de base pour Paris, parce qu'il avait vu, en étant aux États-Unis, il avait vu que les peuples premiers, comme on dit maintenant, les Indiens, avaient accès à toutes les ressources, il n'y avait pas besoin de monnaie. Il a dit c'est injuste, la civilisation nous a amené des progrès, mais a enlevé la possibilité aux gens sans monnaie de vivre. Donc il faut redistribuer et redonner une richesse à chacun. Il avait vu aussi l'effet des générations entre elles, c'est-à-dire qu'une génération spoliait l'autre parce qu'elle se faisait ses propres lois tout en vieillissant et en empêchant les jeunes générations de choisir leur vie en fait. Et c'est en lisant Thomas Paine que Stéphane Laborde, qui se posait beaucoup de questions en 2008 pendant la crise, a imaginé et écrit la théorie relative de la monnaie. Il s'est fortement inspiré des théories de Thomas Paine. Donc la théorie relative de la monnaie, Sybille va vous parler des principes et après on vous parlera des expérimentations. Alors la théorie relative de la monnaie se base, comme puisqu'elle souhaite définir une monnaie libre, et une monnaie libre comme un logiciel libre. Donc ce n'est pas libre comme dans la vie de tous les jours, c'est avec des caractéristiques particulières, donc les logiciels libres en ont. Ça fonctionne ça la monnaie libre, les monnaies libres, parce qu'il peut y avoir plusieurs genres de monnaies libres, et nous on va vous expliquer une application de ces principes, mais doit se baser sur 4 libertés. La liberté de choisir sa monnaie et ses méthodes comptables, la liberté d'accéder aux ressources, la liberté de produire et la liberté de fixer et déterminer les prix. On peut voir que dans nos monnaies actuelles, l'euro, le dollar, le bitcoin, le sol violette, tout ça, eh bien, il manque. Certains n'ont aucune des libertés, certaines en ont une, par exemple, de fixer les prix. On peut dire qu'on a à peu près le droit de fixer les prix dans une certaine limite. Mais l'accès, par exemple, à la ressource argent n'est pas équilibré. Tout le monde n'est pas à la même distance de la source. Donc la liberté d'accès aux ressources n'est pas garantie. La liberté de produire non plus, puisque si on ne peut pas accéder aux ressources, après on ne pourra pas produire. Donc l'idée, c'est de comment on peut répondre à ces 4 libertés. Donc la liberté de déterminer, de choisir sa monnaie et ses méthodes comptables, eh bien, par exemple, que ça soit une monnaie volontaire, une adoption volontaire et non pas comme l'euro qu'on est obligé d'utiliser. Les méthodes comptables, peut-être qu'on peut faire des affichages différents. Ensuite, ce qui nous paraît le plus important, c'est la liberté d'accéder aux ressources. Et pour accéder aux ressources, si on pense que la monnaie peut être un moyen d'accéder aux ressources, c'est-à-dire qu'il faut déjà accéder à la monnaie de façon équitable et égale. Donc, une équidistance de la source d'émission monétaire, je suis désolée, c'est un petit peu technique, et va nous permettre de garantir l'accès aux ressources, puisque si on a tous le moyen d'échange, on pourra plus facilement avoir tous accès aux autres ressources. La liberté de produire ce qu'on veut, et pas forcément que des choses ou bienveillantes ou très génératrices de revenus, mais c'est aussi, ou marchandes, et c'est aussi la liberté de ne pas produire, bien sûr, dans cette liberté. La liberté de fixer les prix, eh bien ça, la plupart des monnaies nouvelles complémentaires l'ont, et dans notre modèle aussi. Alors, en plus de ça, pour répondre aux demandes de Thomas Paine,
On a vu ses quêtes liberté, mais Stéphane Laborde a bien vu qu'avec cette histoire de génération, il manquait encore quelque chose. Parce que c'est bien, par exemple, d'être à égale distance de la source d'émission monétaire, mais qu'en est-il des prochaines générations? Seront-elles à la même distance quand on sait qu'avec Bitcoin, les premiers servis ont été les mieux servis et que les prochaines générations ne pourront jamais accéder au Bitcoin comme les premiers y ont accédé? Donc finalement, il faut que cette monnaie ait une symétrie dans le temps. Et tant qu'à faire aussi une symétrie dans l'espace, puisque le temps et l'espace sont assez. Donc si à un endroit à Barcelone, j'habite à Barcelone, je dois avoir la même distance de la source que si je suis à Pékin et si je suis de la prochaine génération. Et donc, c'est ce qu'on appelle la symétrie par rapport à la source d'émission. Donc, on avait prévu de vous montrer quelques photos, mais ça ne marche pas, c'est pas grave. Alors, l'idée, c'est, est-ce que vous voyez une fontaine et nous arroserait tous de façon absolument égale. Donc on est tous arrosés par l'eau. Alors que certaines fontaines, vous savez, dans notre monnaie actuelle, il y en a qui sont près, puis plus loin, puis il y en a qui ne voient même jamais les unités. Donc voilà, c'est l'idée de faire une équidistance par rapport à la source. Je continue ? Oui, continue sur la monnaie. Voilà. Alors, l'idée, c'est aussi pour satisfaire la liberté de produire ou de ne pas produire, il faut que cette monnaie ne soit pas basée sur une production. Donc, qu'on soit tous à égale distance, qu'elle ne soit pas basée par une production, pas non plus sur une ressource, parce que sinon, on n'y a pas tous accès de la même façon. Si c'est basé sur l'or, ceux qui n'ont pas d'or n'ont pas d'unité. Donc, Stéphane a beaucoup, beaucoup réfléchi en se disant, mais sur quoi on pourrait baser qui serait toujours valable dans le temps, dans l'espace, sans production, sans marchandises. Et là, il a eu un eureka, la vie humaine sur Terre. Ce que nous avons tous en commun sur Terre, c'est de vivre sur Terre à cet instant T. Et donc, toutes les équations de l'émission de la monnaie sont basées sur les humains qui sont du coup co-créateurs de la monnaie, juste parce qu'ils sont vivants. C'est là où ça rejoint le revenu de base inconditionnel, puisqu'on est vivant et qu'on fait partie de cette communauté monétaire, bien sûr, eh bien, nous sommes co-créateurs à part égale de la monnaie. Et à échéance régulière. Voilà. Alors, vous dites, bon, alors c'est que les humains, mais alors et les organisations, les entreprises? Alors, bien sûr, elles pourront l'utiliser, parce qu'en fait, ce que nous vous décrivons ici, ce n'est qu'un mécanisme d'émission de la monnaie. Ça ne parle en rien des systèmes de paiement, des systèmes de taxes, de solidarité, d'épargne, de financement, de tout le reste, et même des registres comptables et des choses comme ça. Ça parle de comment on crée la monnaie. Ce que vous savez qu'aujourd'hui est un des gros soucis. On passe aux expérimentations. Oui. Donc il y a eu deux expérimentations principalement. Notamment MoneyM qui existe depuis 2013. Alors c'est une expérimentation très simple qui n'a pas toutes les caractéristiques d'une monnaie libre vraiment, mais déjà les principes fondateurs y sont. C'est-à-dire que, alors ça reste un lieu, là c'est en ce moment, il y a à peu près 760 membres d'inscrits, il y a eu plus de 600 transactions depuis 2013. Et c'est un lieu d'échange entre particuliers, hein. Il n'y a pas de marchands, il n'y a pas d'entreprise. Régulièrement, tout le monde reçoit des M, la monnaie s'appelle M, et tous les mois, vous recevez votre dividende universel, ou revenu de base, hein, mais dividende universel, c'est-à-dire, j'aime pas trop utiliser le mot recevoir, parce qu'en fait, on est co-créateur de notre part monétaire. Et donc là, tous les mois, on co-crée notre part monétaire et on reçoit le nombre de M qui est calculé entre... alors c'est 0,8%, parce que l'espérance de vie, c'est 80 ans, calculé pour les pays occidentaux, mais on peut l'augmenter ou la diminuer. Et grosso modo, avec donc l'espérance de vie de 80 ans, la masse monétaire totale, c'est-à-dire la monnaie qui a en circulation, et même pas en circulation, enfin la monnaie présente, et le nombre de membres, il y a une équation et ça tombe à peu près à 10% de création monétaire par an, grosso modo. Ce qui fait du 0,8 si on le reporte au mois. Donc tous les mois, voilà, vous avez votre dividende universel qui vous permet après d'échanger avec les autres.
En parallèle, depuis 2012, des développeurs codeurs se sont mis à plancher très fort pour créer des crypto-monnaies qui soient bien sécurisées, etc., aussi solides que le Bitcoin, pour pouvoir faire des échanges beaucoup plus puissants et aussi avec des entreprises. Et donc il y a eu plusieurs tests, ça s'appelait Ucoin, maintenant ça s'appelle Duniter, vous pouvez aller voir, duniter.org, duniter.org. C'est un générateur de monnaie libre. Il y a eu plusieurs simulations, notamment, il y a eu alors une monnaie qui s'appelait Metabrousouf, Testnet, je vous donne les noms, Gtest. Ce sont des monnaies de simulation. Là, c'était juste des simulations. Moi, j'ai fait partie du circuit de simulation, toi aussi, Sybille. Et ça a été testé sur 250 ans. Il y a eu plein de petits réglages qui ont varié pour voir si ça tenait la route ou pas, etc. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails techniques. Hein. Ce qui va nous intéresser après, c'est de voir nos comportements et l'architecture, comment l'architecture change nos comportements. Et là, depuis donc, le 8 mars 2017, la première monnaie de production est partie. Elle s'appelle G1. Donc si vous allez sur duniter.org, vous pouvez devenir membre co-créateur de la monnaie. Maintenant, c'est possible. Voilà. Le truc, c'est qu'il va falloir être certifié parce que tout marche sur une toile de confiance, qu'on appelle en anglais Web of Trust. On doit vous certifier vivant et être sûr que vous n'allez pas créer, par exemple, de double compte pour pouvoir co-créer 2 parts monétaires supplémentaires. Et donc ça va très lentement. Là, on est 103 membres, je crois, ce jour. Il y en a 300 en attente, mais ça va devenir exponentiel. Donc petit à petit, il faut avoir 5 certifications en 2 mois pour pouvoir être co-créateur et devenir membre de la communauté monétaire. Mais rien n'empêche, dès aujourd'hui, il y a un logiciel qui s'appelle Cesium. Ça, c'est un client en ligne, mais vous avez aussi Sakia, qui est un logiciel que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur. Vous pouvez ouvrir un porte-monnaie et vendre en G1 sans être co-créateur. Les entreprises peuvent déjà participer. Alors, c'est le tout début. Hein. Pour le moment, nous avons un restaurant à Nantes qui vend quelques menus par semaine. Quelqu'un qui fait de la bière dans l'Hérault, un brasseur de bière. Un gîte en Belgique. Ouais, je vais venir. Ouais. Et des nems à Toulouse. Mais sinon, oui, Rémunitaire. Alors là, on revient un peu dans la blockchain, parce qu'il y a une blockchain pour sécuriser les transactions, bien sûr, mais ce n'est pas une blockchain qui crée la monnaie, contrairement au Bitcoin. Hein. Donc, il y a plusieurs personnes qui détiennent des nœuds, hein, donc des serveurs, tout est décentralisé. Il faut bien rémunérer ces personnes-là. Donc, il y a un système qui s'appelle Rémunitaire pour rémunérer les personnes qui ont des nœuds, des serveurs, voilà, qui font tourner la blockchain. Voilà, ça c'est des expérimentations en cours. Donc, parallèlement, depuis aussi maintenant 2013-2014, nous organisons des jeux. Un jeu qui s'appelle Geconomicus. Alors, au départ, c'était le jeu de la corbeille qui a été inventé par Sybille et Mathieu qui est là. Et il a été implémenté en plus le temps, c'est-à-dire ces fameux 80 ans d'espérance de vie. Donc c'est un jeu qui se joue avec des cartes, on doit faire des carrés, et à chaque carré, on obtient une valeur qui peut être concrétisée par un bonbon, ou par, maintenant, il y a un nouveau jeu avec des cartes valeurs, etc. Donc, nous l'avons testé plein de fois, moi je l'ai animé beaucoup, donc en troc, en monnaie dette, on avait fait aussi un crédit mutuel. On pourrait le faire aussi avec des monnaies complémentaires locales, on pourrait le faire avec le Bitcoin, on ne l'a pas encore fait, mais ça serait intéressant. Et évidemment, la monnaie libre, où on est tous co-créateurs de notre part monétaire. Alors, qu'est-ce qu'on s'aperçoit, enfin, surtout quand on fait donc monnaie dette et monnaie libre, c'est qu'en monnaie dette, eh bien sûr, c'est la compétition, tricherie, vol, stress, il y en a qui vont en prison, évidemment. Voilà, tout le monde s'excite. Le niveau sonore, ça c'est très impressionnant, augmente très très fort. Et dès qu'on passe à la monnaie libre, où il n'y a plus de banque, hein, évidemment, dans la monnaie dette, on a le banquier qui n'arrête pas d'inciter les gens à venir faire du crédit, parce que s'il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de monnaie en circulation. Je l'ai fait un jour chez les décroissants dans la Drôme, et personne ne voulait venir emprunter de la monnaie. Donc il n'y avait pas de monnaie en jeu, on pouvait pas jouer, quoi. Donc, ils se sont sacrifiés pour vraiment, c'était terrible. Hein. Et en monnaie libre, faut attendre des fois, parce que vous voyez, notre comportement,
Le premier tour, il continue un peu pareil. Les gens sont toujours autant excités. Et puis, second tour, ça commence à aller mieux. Troisième tour, tout le monde s'apaise. Il y a des collaborations qui se mettent en route. Il y a des gens qui se retirent un petit peu, qui font rien pendant un tour. Parce qu'il y a 10 tours de 8 ans. On simule une vie humaine avec des morts, des renaissances, etc. C'est tout. La monnaie libre, on voit encore plus son effet quand on voit les générations tourner. Parce qu'aujourd'hui, Oui. la plupart des monnaies n'ont pas forcément pensé à comment on fait avec les prochaines générations. Est-ce qu'ils auront autant de chance? Voilà. Et donc, dans ce jeu, on voit très bien finalement que l'architecture monétaire, c'est-à-dire comment est créée la monnaie, la structure monétaire elle-même influence nos comportements. Ça, c'est vraiment incroyable et on le voit nettement dans ce jeu. Mais ça reste un jeu. Maintenant que la monnaie est lancée, donc depuis le 8 mars, nous allons vraiment voir si c'est vrai tout ça. Est-ce que nos comportements vont changer avec une architecture monétaire totalement différente? On espère. Et c'est là que on va voir, parce que comment on va fixer les prix. Par exemple, tu parlais tout à l'heure de la fixation des prix, puisque nous co-créons notre dividende universel. Alors là, dans G1, c'est tous les jours. Tous les jours, on co-crée notre part monétaire. Donc, est-ce que les personnes vont peut-être fixer les prix par rapport au dividende universel? Si on se dit que ça doit répondre peut-être à nos besoins minimums, comme le revenu de base, voyez, est-ce que comment vont être fixées les lois? Il n'en est pas là, mais voilà. Comment, quelles autres questions? Je te repasse le micro. Déjà, on se pose des questions quand on est appelé à faire une conférence. On va être payé en G1. Alors, est-ce que, bien sûr, on ne va pas prendre les euros, mais alors, est-ce que je rapporte à ce que je reçois par mois et que je divise par l'un? Et puis, est-ce que... En fait, finalement, ça va être à nous de fixer les prix pour que ce qu'on reçoit va pouvoir nous suffire en un mois. Donc, c'est complètement différent et c'est là où il va falloir penser à ce qu'on appelle en relatif, c'est-à-dire au lieu de compter les unités, mais par rapport à mon minimum, la pizza que j'achète, c'est combien par rapport à mon minimum? Oui, parce qu'évidemment, on peut changer l'affichage dans les logiciels et on peut afficher en quantitatif, c'est-à-dire en unité de G1 ou en dividende universel. Donc, on affiche notre part monétaire. Et là, on pense en pourcentage. Et ça, c'est assez intéressant. Oui, et ben, par exemple, le RSA, ça serait une part monétaire par rapport à la masse monétaire de l'Europe. En fait, quand on utilise les euros, on ne sait absolument pas quelle est notre part. Quand j'ai un billet de 20 euros, ça fait combien par rapport à la masse monétaire des euros? Enfin, sauf ceux qui vont regarder tous les jours sur les marchés financiers, peut-être qu'ils arrivent à trouver cette information. Mais parce que si, on va dire qu'un RSA, c'est 500 euros. Si je paye un loyer à 1000 euros, en fait, je paye 2 RSA. Donc, si on se met à compter en RSA qui devrait nous donner le minimum, si on fixe un prix qui est plus qu'un mois, enfin, vous voyez, ça peut aider. Et l'idée, c'est finalement, on sait toujours combien on a par rapport à la masse globale. Alors qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte que les euros qu'on a en main ne font que fondre, sans qu'on s'en rende compte, puisque la masse monétaire augmente avec les quantitative easing. Mais on ne le voit pas. Oui, alors le RSA, c'est le revenu de solidarité active en France. Donc, normalement, toutes les personnes ont droit, les personnes qui n'ont pas assez de revenus, à partir de 500 euros, ont droit au revenu de solidarité, j'allais dire revenu de base, revenu de solidarité active, RSA. Voilà. Oui, il reste 2 minutes. Voilà, donc avec ces monnaies libres-là, tout le travail qui a été fait, alors évidemment, il reste à créer des places de marché, etc. On est au tout début, là. Mais on y va, on fonce, on va voir ce qui se passe. Et vous voyez, tout ça, on le fait sans politique, sans gouvernement, sans État qui nous dit quoi faire, etc. On le fait par nous-mêmes. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui part de la base et sans attendre l'aval et l'autorisation de quiconque. Effectivement, cette monnaie, elle nous rend libres, puisqu'on est libre de l'utiliser, de la créer. Et en même temps, moi, j'ai un appel à faire à tous ceux qui ont des projets fabuleux pour aider le côté social, environnemental. Ce qui me vient, c'est qu'avec cette monnaie, si un gouvernement décidait de la mettre en place et que chaque citoyen de Barcelone, par exemple,
était co-émetteur de ces unités. Et ensuite, les services publics de Barcelone, on pourrait les payer avec cette monnaie. Et ben, en fait, je pense que tout le reste suivrait et qu'il y aurait beaucoup moins besoin de tous ces efforts, de tous ces programmes, puisque si les gens co-créent cette monnaie, non pas reçoivent, après, ils iront voir les commerçants qui auront envie d'acheter. C'est mon idée que ça pourrait peut-être être une solution beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide que tout ce qu'on est en train de tous de mettre en place. Et ben voilà. À vos questions. C'était rapide. Hein. On fait circuler le micro ou c'est peut-être pas, c'est utile pour la caméra, c'est ça? Oui. En fait, je vais parler suffisamment fort. Pour la caméra. Alors, c'est un projet assez nouveau et effectivement, il vient à s'allier à des crypto-monnaies qui sont elles-mêmes encore à l'état pour certaines de gestation. Donc, ça pose aussi un problème d'amélioration des codes, des infrastructures et ainsi de suite. Vous êtes encore un petit réseau. Donc, au fond, ça doit être assez facile de pouvoir s'entendre sur les modifications du code. Mais peut-être que vous savez que sur le Bitcoin aujourd'hui, où il y a plusieurs millions d'utilisateurs, effectivement, les modifications du code, les implémentations pour viser les objectifs que nous voudrions avoir aujourd'hui sont plus difficiles. Est-ce que vous y avez pensé? Dans quelle procédure vous pensez mettre en place pour, une fois que votre système aura atteint une certaine taille critique, il pourra aussi, encore une fois, avoir une forme de gouvernance efficace? C'est pas spécialement pensé comme ça, mais le truc c'est que là, en tout cas, bon, d'unitaire, c'est un générateur de monnaie libre, donc on peut en générer plusieurs. Là, on vient de démarrer G1 et qui, grosso modo, va aller à maximum 16 millions d'utilisateurs, pas plus. Donc après, d'autres monnaies libres peuvent partir hein, et dans des pays différents, pourquoi localement aussi, etc. Il y aura des interéchanges entre monnaies. On pourra échanger entre deux monnaies différentes, par exemple. En fait, une fois que le générateur de monnaie est parti, on ne change pas les paramètres. Donc là, la monnaie G1, c'est avec ses paramètres, et voilà. On pourra changer tous les systèmes de paiement, de taxes et tout ça, mais le générateur ne change pas. Par contre, un autre groupe peut décider de générer une autre monnaie, et eux devront choisir quels paramètres, quelle espérance de vie, quelle méthode pour faire la toile de confiance, ou des choses comme ça. Par exemple, pour la toile de confiance, là, actuellement, on fait avec OpenPGP, des clés publiques, clés privées. Mais si quelque chose, il y a quelque chose de nouveau d'ici 2, 3 ans, 4 ans qui nous certifie, welcome. Hein, c'est pas déterminé. Mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est pas la monnaie. Hein. La toile de confiance, c'est une couche en dessus du générateur de monnaie. Bonjour, je m'appelle Numa. Bonjour. Et, ma question est au sujet de la masse monétaire totale qui est co-créée. Comment se calcule-t-elle si la masse monétaire totale se calcule en fonction des prix actuels qui sont proposés dans le réseau, ou comment ça se passe pour paquer de l'inflation? Parce que, par exemple, s'il y a 10 000 unités réparties entre tous, mais qu'il y a une production de seulement 1000 unités, on va se taper dessus pour... Alors, voilà, là, c'est la vraie rupture avec cette monnaie, c'est que... il est plus fort ce micro. C'est que ça n'a rien à voir. La monnaie n'est pas du tout basée sur la production ou sur aucune valeur. Hein. Aucune. Hein. C'est vraiment la méthode de calcul, c'est la masse monétaire. Alors évidemment, au départ, on a créé une masse monétaire. Hein. On était 60 au début, hein, 50, je ne sais plus. Pour les premiers membres, on s'est créé une masse monétaire, bien sûr. Il fallait bien au départ partir avec quelque chose. Et après, c'est un calcul qui se fait avec donc, le nombre de personnes, la masse monétaire et l'espérance de vie divisée par 2. Et ça donne, ces fameux 10% par an pour les 80 ans d'espérance de vie. Hein, c'est à peu près 10% par an de création monétaire. Voilà. Et ça, c'est notre dividende universel. Hein. Voilà, c'est chaque fois, ce qu'on crée, c'est partagé entre tous les membres équitablement. En fait, on a choisi de ne pas vous faire les démonstrations mathématiques, parce que déjà, c'est
on est un peu moins forte que Stéphane Laborde là-dessus, et on est plutôt sur les comportements. Par contre, vous pourrez retrouver toutes ces informations, parce qu'en fait, il y a une équation. Une fois que la masse monétaire a atteint un certain montant, c'est voilà, l'espérance de vie, la masse monétaire à un instant T pour la créer à l'instant T plus 1 et le nombre de co-créateurs. Mais il y a une équation pour